Voilà, donc je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre maison de la voix et je vais passer la parole à Elisabeth. Eh ben, bonsoir, je suis contente. On est nombreux ce soir et ça me fait plaisir d'accueillir ce soir Nathalie qui se présentera toute seule et qui est quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas très longtemps. On s'est vu au congrès de phoniatrie à Tours et on a passé vraiment un très très bon moment, enfin plusieurs très bons moments, notamment autour de très bons plats dans une ambiance vraiment super super sympa. Et en fait, Nathalie a, je dirais, une mission ce soir un peu particulière et on a la chance de la voir pour nous entendre parler de quelqu'un qui, dès qu'on s'intéresse un tout petit peu à la voix et à la phoniatrie, est une référence incontournable qui s'appelle François Lehuche. Et donc peut-être que les étudiants en orthophonie présents, passés, connaissent ce nom, pas pour ses écrits, bien entendu, pour aussi tout ce qu'il a apporté dans la compréhension des troubles de la voix et notamment dans toute la pathologie fonctionnelle. C'est vraiment quelqu'un qui a apporté énormément de clarification par rapport à ces troubles fonctionnels, mais pas que. Il a aussi apporté énormément de choses, notamment par rapport à la lecture et puis bien sûr dans toutes les techniques de rééducation. Et je suis vraiment très très heureuse d'accueillir Nathalie qui connaît très bien François Lehuche et qui va nous en parler ce soir. Voilà Nathalie, je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, merci donc Elisabeth et merci Isabelle de m'accueillir ce soir dans votre maison de la voix. Je suis très heureuse d'être là et de pouvoir parler un petit peu du travail que je réalise au quotidien dans mon cabinet, puisque je suis orthophoniste, je travaille en libéral et je suis aussi formatrice d'orthophoniste, puisque j'ai repris les séminaires de François Lehuche en 2013 à peu près. Là, je me suis un petit peu arrêtée à cause du Covid, mais ça va reprendre. Alors, ces séminaires, ce sont des séminaires de rééducation vocale, mais aussi des séminaires de rééducation du bégaiement. Parce que François Lehuche est passionné par le bégaiement. C'est lui qui a été à l'initiative de l'association Parole Bégaiement, qu'il a créée avec Anne-Marie Simon, dont il a été président pendant un grand nombre d'années. Et il continue à écrire donc, des livres sur le bégaiement. Et le dernier n'a pas été édité. Donc, si vous avez éditeur, il serait vraiment, vraiment très, très heureux de pouvoir... donc, je l'ai, moi, en fascicule, puisque je le distribue, ce manuel de rééducation du bégaiement, je le distribue aux stagiaires qui participent au stage au séminaire de bégaiement. Voilà. Pardon, Nathalie, excusez-moi, on a oublié de préciser quelque chose. Si vous avez des questions à poser, vous avez le chat en bas où il y a marqué discuter. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. À ce moment-là, c'est Olivia qui va relever toutes les questions et qui posera les questions dès qu'elle pourra à Nathalie. Donc, excusez-moi de vous interrompre, Nathalie. Et pareil, si on peut mettre des références de livres ou même d'un imprimeur ou voilà. Voyez, dans le chat, on pourra le... Là, je peux déjà vous montrer donc, le fascicule que je distribue aux stagiaires. Et le titre, c'est Le bégaiement, une parole entravée à libérer, de François Lehuche. Et je pense qu'on peut même lui commander par mail. Je n'ai pas son mail là, je vous le dirai, si vous voulez, je le mettrai sur... Mais si on lui écrit, il peut vous envoyer avec les frais de port. Donc, ce petit fascicule de rééducation du bégaiement qui est passionnant. Voilà, pour une référence, donc j'en avais une à côté. Donc, j'ai commencé, la première fois que j'ai rencontré François Lehuche, c'était à la faculté d'orthophonie, à l'école d'orthophonie de Paris. Donc, c'était au milieu des années 80. Et il enseignait l'anatomie, la pathologie, la physiologie, la rééducation vocale avec André Alali. André Alali qui a aussi coécrit les livres qui s'appellent La Voix. André Alali est aussi un orthophoniste qui travaille aussi en libéral et à l'hôpital. Je reçois plutôt des patients dysphoniques qui présentent des dysphonies dysfonctionnelles
Alors, des dysphonies dysfonctionnelles simples ou bien compliquées par des lésions laryngées. Je reçois aussi des patients qui présentent des dystonies de fonction, qui sont des dysphonies spasmodiques et des dystonies de fonction comme le bégaiement. Le bégaiement, c'est une dysphonie de fonction aussi. Je reçois aussi des patients qui présentent des troubles de la mue. Et puis, le syndrome des cordes vocales, enfin des dyskinésies laryngées, hein, qui a très bien décrit Elisabeth dans un grand article qui est paru, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Le syndrome d'adduction paradoxale des cordes vocales, ou des cordes vocales en adduction, je ne sais plus dans quel sens dire les choses. Donc, c'est ce que Elisabeth vous avait expliqué dans d'autres conférences, quand les patients donc, ont une toux ou bien ont des raclements de gorge. Donc, la relaxation que je propose, donc la relaxation de François Luche, qui est décrite dans tous ses livres, que je vais vous expliquer tout à l'heure, et les exercices donc, de souffle améliorent énormément ces patients. Et c'est vrai que ces toux sont très invalidantes. Hein. J'avais récemment un médecin qui toussait chaque fois qu'il était inquiet pour son patient, et c'est lui qui inquiétait ses patients avec cette toux, et il est arrivé à vraiment enrayer ce phénomène avec, on va dire, une dizaine de séances de rééducation. Voilà. Donc, je disais que j'avais été l'élève de François Lehuche, donc il a enseigné en première année d'orthophonie, hein, au milieu des années 80, et il a enseigné pendant 25 ans. Ensuite, je me suis inscrite à ses séminaires, d'abord en voix, puis ensuite en bégaiement, et en bégaiement aussi avec Sylvie Lehuche, parce que l'épouse de François Lehuche est aussi passionnée par la voix et par le bégaiement, et elle proposait des séminaires sur le bégaiement. Là, c'était plutôt un travail sur des textes pour que le patient puisse s'approprier les mots. Donc, il faisait ce qui s'appelle la scénothérapie, ce qui existe toujours. Donc, ce sont des choix de textes littéraires qui véhiculent des sentiments. Hein. Donc, on apprend à gérer ça et à être le plus proche, en fait, des mots de l'auteur. Puisque je ne pense pas que je vous l'ai dit, mais François Luche, à la base, est comédien. Il avait une troupe de théâtre. Presque en même temps où il a commencé sa médecine, il a dû faire un choix, donc il a choisi la médecine, mais la phoniatrie, donc en s'intéressant à la voix et surtout à l'expression de tout l'être. Elisabeth, tu disais qu'il s'intéressait aussi à la lecture, c'est vrai. Il a écrit donc un livre qui s'appelait avant Les apprentissages de la communication, lire, écrire, parler. Voilà, donc ça c'est moins connu. Moi je pratique aussi avec certains enfants parce que j'aime bien continuer à recevoir des enfants qui ont des retards de parole-langage, des bégaiements et puis des difficultés d'apprentissage de la lecture, parce que je pratique aussi les techniques de François Lehuche. C'est vrai que je suis complètement François Lehuche, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de fonctionner comme lui parce que je me sens très très proche de sa façon de penser, de travailler. On discutait encore hier, parce qu'on parle souvent là par mail, on discutait de la voix justement, parce que je lui ai parlé de cette conférence que j'allais faire, donc il était ravi, et donc on a parlé de la voix d'insistance, dont je vous parlerai tout à l'heure. Hein. Concernant, je vais peut-être vous parler un tout petit peu du bégaiement, parce qu'après on passera à autre chose, mais dans le bégaiement, donc, on reçoit des enfants le plus tôt possible, hein, parce que parfois le bégaiement donc, arrive à 2 ans et demi, 3 ans, au moment où l'enfant entre à l'école, où il commence à vouloir faire des phrases, et puis il y a des choses dans sa vie qui arrivent où il n'est pas très à l'aise, et là, il bégaye, c'est-à-dire qu'en fait, il pousse sur les mots. Hein, il pense que le mot va sortir en poussant dessus, et il suffit parfois de quelques séances, si on n'a pas attendu. Il ne s'agit pas d'attendre 1 an, 2 ans en disant ça va passer, parce qu'il est vrai que ça peut passer chez certains patients. Mais comme on voit toutes les personnes bègues adultes qui sont là aujourd'hui, on se dit il y en a chez qui ça ne passe pas, évidemment. Et pour cela, on doit intervenir immédiatement. On n'attend absolument pas, ça ne sert à rien d'attendre. Donc on reçoit les parents et l'enfant et on travaille
avec les parents, toujours, avant l'âge de 6 ans. Voilà, c'est ce que je voulais dire en priorité sur le bégaiement. Après, je pourrais vous en parler si on a le temps, parce que ça fait partie aussi des dystonies de fonction, hein. Et les patients bègues ont aussi des problèmes de voix. Hein, on voit qu'ils forcent sur leur voix, qu'ils ont des problèmes de posture, qu'ils ont parfois une voix très aiguë ou pas de voix du tout. Ils ont des problèmes de souffle, évidemment, et ils ont des problèmes de prise de conscience de leur tension, hein, qui sont très importantes. Voilà, donc François Luge, je continue à communiquer avec lui, pas quotidiennement, parce que ça prend beaucoup de temps, hein, mais bon, on s'est écrit encore hier. Je vais reprendre nos entretiens, parce qu'on a commencé un petit peu à discuter sur sa vie, comment il est arrivé à vouloir faire ce métier, comment il voit les choses, parce qu'il continue énormément à réfléchir. C'est quelqu'un qui a besoin de la vie des autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, hier, dans les questions que je lui ai posées, il m'a remercié, il m'a dit, mais je n'ai pas bien expliqué ce qu'était c'est de ma faute, j'aurais dû dire ça, et j'aurais dû dire ça. Enfin bon, le livre est écrit, c'est pas très grave, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup, qu'on essaye d'aller loin dans la compréhension. Hein. Et c'est pour ça que lui, il n'hésite pas non plus. D'ailleurs, Elisabeth pourrait le dire, c'est que dans les conférences, quand il intervient, il n'hésite pas à prendre la parole et à donner son avis. Alors, parfois, c'est un petit peu brutal parce qu'il est plein de vie, mais moi, je trouve que c'est toujours très, très juste. Voilà, on va passer sur François Lehuche. De toute façon, je vais en parler pendant toute la conférence, puisque je travaille vraiment au plus proche de ce que lui propose. Et quand je suis mal à l'aise avec certaines techniques, certains exercices, on va dire que sans problème, je m'adresse à lui pour lui demander comment ça se passe. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'en ai profité pour lui dire, regarde, est-ce que je peux te montrer le souffle du dragon, par exemple. Enfin, ça ne vous dit peut-être rien, mais il y a peut-être des gens qui ont lu les livres de François Luge. Donc, le souffle du Sagittaire et le souffle du dragon, c'est quand même des bases. Et je lui dis, regarde mon souffle du dragon. Et je fais... Et il me regarde, il me dit, ouh là 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 là. Et en fait, j'étais tellement émue qu'il me regarde faire cet exercice-là que je pratiquais habituellement. Il m'a dit, non, non, fais le hérisson. Donc, au lieu de me dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, passe par autre chose. Fais le hérisson. Le hérisson, c'est un exercice où on est complètement sur soi. Il explique que le hérisson a des piquants dans le dos, donc on est très protégé. C'est pour des gens qui, justement, sont sensibles à l'action ouverte, au regard extérieur, à leur posture, à ce qu'ils peuvent être. Et on leur demande de revenir sur eux pour faire la respiration du hérisson, c'est-à-dire un petit ventre très, très souple qui inspire avec une inspiration active et une expiration passive. Le hérisson, c'est un peu ça. Ça fait ça avec le ventre. Donc, il me dit, fais le hérisson. Alors, j'ai fait le hérisson. Je me suis redressée. Et là, mon dragon était bien mieux réussi. J'étais toujours un petit peu inquiète, donc un peu thoracique, mais il était mieux réussi. Voilà. Donc, ça se passe comme ça avec François Lehuche. Et voilà. Et voilà. Donc, je vous ai dit, donc je recevais des patients qui sont adressés ou bien par des phoniatres. Alors, quand c'est des phoniatres, nous avons la chance d'avoir des photos, des comptes rendus bien fournis, mais parfois aussi, donc, les patients sont adressés par des ORL et qui s'y connaissent. Il y a des ORL qui aiment bien la voix et qui peuvent déjà entendre et peut-être voir justement sur les cordes vocales sans filmer, sans stroboscopie, donc voir un petit peu ce qu'il y a. Si on a des doutes dans le diagnostic de l'ORL, on peut toujours après avoir recours à un diagnostic du phoniatre pour ne pas risquer de passer à côté de quelque chose de plus grave. Voilà. Donc à Lyon, donc Elisabeth le sait, on a des phoniatres très sympathiques avec qui on communique facilement. On peut aussi aller donc dans les consultations pour accompagner nos patients et voir un petit peu ce qui se passe et discuter. Nous avons même la possibilité, et ça doit se passer aussi ailleurs, hein, j'imagine, mais c'est vraiment une grande chance, c'est que nous avons donc un médecin phoniatre qui est chirurgien et qui nous invite à regarder donc des chirurgies laryngées
pour savoir un petit peu, ou bien pour accompagner nos patients, ou bien pour découvrir d'autres modes de chirurgie. Voilà. Donc, je vous ai dit que je m'occupais des dysphonies, du bégaiement, des troubles de la mue. Voilà. Et donc, c'est toujours, on va dire, c'est toujours des gens qui font trop d'efforts, en fait, pour parler, qui ont besoin de faire des efforts, ou bien parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas être entendus, ou bien parce que leur voix ne leur plaît pas, ou bien parce qu'ils ont une fatigue vocale à cause de leur effort. Voilà. Donc, quand je reçois un patient, je vais d'abord le regarder et l'écouter, le filmer et l'enregistrer, mais je m'intéresse beaucoup plus à ce qu'il présente en entier, hein, comment il se présente, comment il utilise sa voix, ses plaintes, ce qu'il pense de sa voix. On prend un bon moment pour déjà comprendre comment ça lui est arrivé, hein. Parfois, je donne des informations concernant donc, le larynx, les cordes vocales, le fonctionnement des cordes vocales. Si je vois que le patient a aussi des troubles d'articulation, on parle de l'articulation de la parole. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes de déglutition, des appareillages qui avaient été posés. Il peut arriver aussi, voilà, c'est vraiment le lieu, le cadre thérapeutique où on peut récolter beaucoup d'informations. Et c'est vrai que cette première séance, cette première rencontre est déjà thérapeutique. Donc, parce qu'on va présenter notre cadre et la personne donc souffrante, hein, puisque nous recevons des gens quand même qui présentent des pathologies, et ça peut être d'une grande souffrance, hein, même si la voix n'est pas très abîmée, la souffrance peut être quand même très importante. Il va se sentir qu'il est écouté, que c'est le lieu où on va comprendre sa voix. Parce que parfois, il faut savoir que pour des problèmes de voix, on peut adresser les gens à des psychologues ou bien en disant voilà, mais qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien du tout, enfin, ou je sais pas quoi. Et ce n'est pas le lieu. Nous sommes là pour ça. Nous sommes formés pour écouter, pour comprendre et pour trouver des solutions qui correspondent aux symptômes, hein, qui nous est montré. Voilà. À la fin de cette première séance, je vais quand même dire au patient que je vais lui proposer en premier lieu un exercice de relaxation. Alors souvent, c'est « Ah ben voilà, on m'avait dit qu'il fallait que je me détende. Ah ben je suis très contente. » Ou alors parfois, on a « Je crois que j'y arriverai pas. Hein, j'ai jamais pu faire de yoga. J'ai jamais su respirer. Je pourrais pas, j'y arriverai pas. » Bon là, on explique qu'il ne s'agit pas d'y arriver, hein, mais qu'il s'agit plutôt d'essayer de sentir. On explique que ce ne sera pas une relaxation. On appelle cet exercice la relaxation les yeux ouverts, mais on l'a récemment, avec François Luche, on l'a renommé le tour du corps. Donc, dans son dernier livre, il appelle cet exercice qu'il appelait la relaxation les yeux ouverts. Maintenant, ça s'appellera le tour du corps. C'est aussi une prise de conscience de tension psychomotrice. Puisque, évidemment, quand on prend la parole, on n'est pas tout relaxé du tout. Hein, on a une certaine énergie qu'il faut transmettre et avec laquelle donc, il faut arriver à parler sans se faire de mal ou à chanter. Voilà, donc cet exercice est vraiment pour moi la base du traitement en orthophonie de la voix et du bégaiement. Le tour du corps, je peux vous en parler un petit peu tout de suite, mais je vais peut-être commencer par la façon qu'a François Lahuche d'aborder les problèmes de voix. Alors, il aborde le problème de la voix sous l'angle de la pragmatique vocale. Ça veut dire qu'en premier, il se pose la question de savoir la voix, à quoi ça sert? Et selon l'utilisation de sa voix, donc on va avoir une respiration qui va se transformer, une posture qui va se transformer, beaucoup de choses. Donc, comme d'ailleurs dans la respiration vitale. Dans la respiration vitale, il y a aussi 3 modes d'utilisation de la respiration vitale qui seront non conscientes. Ça se fait automatiquement selon ce que le patient est en train de vivre. Par exemple, on a une respiration donc, thoracique qui sera plutôt la respiration de l'émotion. Hein. Comme ça, donc on respire avec son thorax. Quand on a, vous voyez,
une certaine émotion, ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, etc. Donc, alors, c'est un petit peu plus difficile hein, de contrôler sa voix là. Alors, cette respiration-là, quand c'est une respiration vitale, elle est celle de l'émotion. Et d'ailleurs, je discutais hier avec mon collègue et je lui parlais de cette respiration vitale. Et il m'est venu le souvenir de quand je faisais de la plongée sous-marine, d'être descendu avec une palanquée, ça s'appelle une palanquée, on est 5 personnes, et normalement on a la même quantité d'air dans les bouteilles. Et quand moi j'ai vu une écrevisse, un mérou, enfin des choses, j'ai consommé énormément d'air, donc tout le monde a dû remonter avant, c'est-à-dire que normalement on devait tenir à peu près 3/4 d'heure au fond de l'eau, et on n'a tenu qu'un quart d'heure, et à cause de moi, donc tout le monde a dû stopper cette plongée, parce que je n'avais pas appris à gérer mes émotions et ma respiration avant cette plongée. Je crois qu'il y a une question, c'est ça? Alors, Sandrine demande comment on peut se procurer le livre avec les textes, puisque vous parliez de scénographie. Alors, donc voilà. ce ne sont pas des livres en fait. Hein. Ce sont des textes que l'on, je sais pas comment dire, que l'on nous donne quand on a fait cette formation. Parce que les scénothérapeutes, voilà, la vraie formation de scénothérapie dure longtemps. Hein. Moi, je ne l'ai pas faite. Hein. Moi, j'ai juste fait un petit séminaire pour découvrir des textes qui sont proposés à des patients bègues hein, et pouvoir les éprouver, les lire, etc. Mais la formation de scénothérapie, je crois qu'elle existe encore une fois par an en Bretagne, mais il n'y a pas de livre. Non, ça serait trop bien. Moi, j'aimerais bien, je crois qu'ils ont 5000 textes. Hein. Et des très beaux textes comme Je suis comme je suis, comme Le vase brisé, comme qu'est-ce qu'on peut lire, beaucoup de Madame Rosa, avec, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Donc, on propose en fait aux patients des textes qui vont lui aller. Et voilà. Mais je n'ai pas ces textes. Et personne ne les a, sauf les scénothérapeutes. Merci. Voilà. Donc, je disais qu'on avait 3 façons de respirer dans la respiration vitale, mais aussi dans la respiration de la voix. Hein. Pour utiliser sa voix, on a aussi 3 modes respiratoires qui correspondent à 3 attitudes. Alors, la respiration thoracique supérieure, elle va correspondre à une voix de conversation simple, c'est-à-dire à une voix où on n'a pas spécialement besoin d'être entendu, on ne souhaite pas d'ailleurs être entendu. On raconte ce qui s'est passé la veille, on raconte comme ça. C'est aussi une voix où on chante pour soi-même, ou une voix où on se parle à soi-même. Et là, on utilise cette respiration thoracique et ça peut très bien aller. C'est normalement pas fatigable quand il s'agit de se parler à soi-même ou juste de raconter ce qu'on a fait sans impliquer l'autre. Voilà. Quand on a envie d'impliquer l'autre, c'est-à-dire quand on va vouloir faire changer quelqu'un de point de vue, expliquer quelque chose, appeler quelqu'un, donner un ordre, qu'est-ce que ça peut être encore? Quand on veut impliquer l'autre, affirmer, interroger, là on va changer son comportement et on va s'installer dans l'attitude de la voix implicatrice. Alors, l'attitude de la voix implicatrice, c'est 4 choses importantes. Ces 4 choses, je reprends la parole. Donc, ces 4 choses importantes, l'attitude de la voix implicatrice, elle s'appuie sur la certitude d'être entendu. Donc, on regarde ceux à qui on veut s'adresser ou si on est dans le champ, on est sûr qu'on va être entendu, redressement du corps, présence des regards. Alors pour François Lehuche, il y a 3 regards qui sont importants. Il y a le regard visuel, le regard facial et le regard pectoral. Hein, on voit souvent des patients qui ont un cercle vicieux de forçage et il y a un abaissement comme ça du thorax, hein, il y a un effondrement thoracique. Hein. Donc ce regard pectoral qui doit être tout le temps présent, eh bien, on le fait trouver aux patients quand on propose les exercices en position debout. Ça, c'est le 3e paramètre de la voix implicatrice. J'ai dit verticalité, regard en présence. Ah oui, bien sûr, le souffle abdominal. Donc, une fois qu'on est sûr qu'on va être entendu, même si ce n'est pas vrai, hein, mais nous, en tout cas, on est sûr qu'on va être entendu,
on se redresse, présence des 3 regards et mise en route du souffle abdominal. Alors, quand le cercle vicieux et de forçage est déjà là, évidemment, tout ça, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, notre éducation, ça va être d'aider le patient à retrouver cette attitude implicatrice et sa voix après. Et puis, la 3e respiration, qui va être une respiration vertébrale. Je vais boire un peu d'eau, qui va être la respiration donc vertébrale. Et la respiration vertébrale, elle sert à la voix d'urgence, comme à la respiration d'urgence. Hein, donc, c'est la voix d'insistance, on va dire. Hein. C'est quand on n'est pas entendu et qu'on doit, ou alors qu'on doit tout de suite agir avec sa voix, hein, quand un enfant traverse la rue comme ça. Donc, c'est une voix qu'on appelle la voix vertébrale, le souffle vertébral, dont je discutais hier avec François Luge. Et là, il y a abaissement thoracique supérieur, hein, comme ça, en expiration. Voilà. Ce souffle vertébral, il est donc là pour être dans la voie d'insistance, mais ça sera aussi la voie d'émerveillement. Voilà. C'est quand on n'a plus la certitude d'être entendu et qu'on se sent dépassé par une situation. Quand ma voix ne va pas bien, qu'est-ce que je fais? Je pousse dessus pour qu'elle sorte mieux. Voilà. Quand on force sur sa voix, on a aussi des troubles d'articulation. Enfin, troubles, c'est pas vraiment le mot, mais il y a une surarticulation. Il y a aussi une hauteur tonale qui est différente. Donc, tout ça, on va le travailler point par point, selon ce qu'on va voir donc en séance, dès les premiers exercices que l'on va proposer. Parce que à partir du moment où on propose le tour du corps, par exemple, on peut tout de suite situer certaines difficultés qui sont par exemple, alors le tour du corps, je vais peut-être vous le décrire un tout petit peu puisqu'on a du temps. Donc le tour du corps, déjà, on demande au patient de s'allonger. Alors sur mon site internet, j'ai enregistré pendant le premier confinement un accompagnement du tour du corps. Donc j'ai fait 2 enregistrements, vous pourrez les trouver. Donc déjà l'explication du tour du corps, et puis ensuite j'ai imaginé que le patient était allongé ou que la personne était allongée, et donc je la guide. François Luche me dit qu'il vaut mieux être là en réalité, je suis bien d'accord avec lui, mais bon, j'ai trouvé ça pas mal, je le laisse hein, pour l'instant, parce que même certains patients ont besoin d'être accompagnés hein, dans leur tour du corps, et là je leur dis qu'ils peuvent enregistrer hein, le tour du corps. Voilà, donc le tour du corps. Et là, je demande au patient de s'allonger, de bien mettre sa tête dans le prolongement de son corps, son nez passant entre son ventre et ses 2 talons. Il laisse tomber ses pointes de pied à gauche et à droite. Il place une main sur son thorax, une main sur son ventre, et il observe sa respiration sans la transformer. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, la respiration, si on fait trop attention, elle se transforme. Et elle n'est justement pas ce qu'il faudrait qu'elle soit au moment opportun. Hein. Dans la voix, si on fait trop attention à sa respiration, évidemment, vous devez tous le savoir, c'est que là, ça ne marche plus, hein, la machine se déraille. Donc, on demande au patient de mettre une main sur son thorax, une main sur son ventre, et on lui demande d'observer sa respiration, mais sans la changer, tout simplement. Et là, il commence à sentir des choses. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il sente. Vraiment, c'est la première chose pour moi, c'est sentir. Sentir. Moi, j'entends parfois, j'entends des choses. Je lui dis, j'ai entendu tel bruit. Ça doit venir, par exemple, peut-être de votre gorge. Vous avez fermé votre gorge. Il dit, ah bon? Et rien que le fait de dire, j'ai entendu un bruit de fermeture. Donc là, c'est fermeture des cordes vocales, par exemple, parce que dans le tour du corps, il y a aussi des moments d'apnée. Donc, c'est un petit peu mélangé tout ce que je vous dis, mais je vous parle comme ça me vient. Donc, il est installé et je vais lui demander de réaliser ce qu'on appelle, nous, je dis nous, François Luge chez moi et tous les autres qui pratiquent comme ça, des soupirs. Alors, un soupir, c'est une respiration autant thoracique qu'abdominale, peut-être un peu plus thoracique, où l'inspiration sera active et l'expiration passive. Je vais vous montrer le bruit
Attendez, un truc qui m'arrive. Je vais vous montrer le bruit du soupir. Ça fait ça, le soupir, ça fait. Vous avez remarqué que je ne faisais pas du tout. Donc, il n'y a aucune action musculaire ici. Donc, après un soupir, donc je vous refais un soupir. Je dis au patient que ce soupir, il doit vouloir dire enfin. Vous voyez, François Lehuche, en fait, est intéressé toujours par ce que veulent dire les choses, ce que veut dire un bruit, ce que veut dire un... Vous verrez par la suite, je vous expliquerai. Donc, ce soupir, il doit vouloir dire enfin, comme si on quittait une situation un petit peu tendue et que naturellement, donc, on réalisait un soupir pour retrouver un équilibre de tension. Donc, c'est ça le soupir. Je peux accompagner le soupir d'un geste de ma main, comme ça. Voilà, au-dessus du patient, je vais au-dessus de lui et je peux faire ce geste-là pour qu'il engage l'inspiration et puis se laisse aller à l'expiration. Mais ça peut durer quelques séances quand même pour arriver à faire des soupirs. Donc c'est un des objectifs de ce tour du corps, c'est la réalisation du soupir. Il y a un autre objectif qui est avoir des apnées confortables. Donc après un soupir, on s'installe en apnée et là, on essaie d'être dans le confort sans avoir besoin de respirer. Souvent, les patients pensent qu'ils ne peuvent pas rester en apnée sans fermer leur corde vocale, sans fermer leurs lèvres, sans se contracter. Donc, on leur apprend à rester tranquille, glotte ouverte, lèvres ouvertes et les yeux posés sur eux. Voilà, ça peut demander aussi un petit peu de temps. Pendant ce tour du corps, on va apprendre aussi aux patients à contracter sans ni étirer les muscles, ni les raccourcir. Donc, on va lui apprendre à contracter progressivement chaque partie de son corps sans contracter une autre partie. Donc, il va apprendre à gérer ses tensions, à apprendre à soulever son épaule sans soulever l'autre épaule, sans serrer la mâchoire, sans tendre son cou, etc. Ça va être un autre objectif qui n'est pas de diffusion des contractions. Donc, confort pendant les pauses, pas de diffusion des contractions, des soupirs autant thoracique qu'abdominal. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un relâchement immédiat aussi, parce qu'on lui apprend à relâcher immédiatement une tension. Ça veut dire que tout ça va s'automatiser dans son corps de façon à ce qu'il puisse, en une seconde, retrouver un équilibre de tension. Quand il y a une tension excessive dans son acte de parole ou dans sa phonation, il va pouvoir, grâce à l'exercice qui sera réalisé tous les jours. Bonjour Jean-Claude. Rebonjour, parce que voilà, on se connaît avec Jean-Claude. On travaille ensemble en fait. Et donc je parlais donc du tour du corps. Et il y a un cinquième objectif, je crois que j'en ai dit 4. Le cinquième, c'est à la fin du tour du corps, sentir son corps plus ou moins lourd. Donc vous voyez, ces gens qui viennent avec des souffrances, des tensions, ils apprennent à s'écouter. Alors quand ils n'arrivent pas, par exemple, à faire des soupirs, je peux faire ce geste, comme je vous ai dit. Je peux aussi, de temps en temps, soulever une jambe, soulever un bras pour voir, pour qu'ils sentent un peu s'il arrive à relâcher, un peu tourner la tête. J'hésite la tête pas tout de suite, je ne touche pas la tête trop rapidement. Voilà. Donc ça va être un exercice qu'on va pratiquer peut-être à chaque fois pendant les 10 premières séances. L'exercice du tour du corps. Et puis si le patient le fait donc chez lui régulièrement, on n'aura pas besoin de le revoir et on le reverra, de temps en temps on vérifiera. Et peut-être qu'on remettra, on replacera les soupirs autrement, on reverra certaines choses que le patient aura oubliées. Voilà. Ça c'est l'exercice, c'est le premier exercice que je propose, aussi bien pour la rééducation vocale que pour celle du bégaiement. Nathalie, j'en profite, je vous interromps. Il y a une question justement par rapport à la... J'entends mal, là, Olivia. J'entends très peu. Je profite de vous déranger pendant ce petit laps de temps-là parce qu'il y a une question de Sandrine à nouveau qui nous dit qu'elle a un souci avec un patient qui se crispe énormément lors de la contraction
et qu'elle ne Parce sait qu'elle pas. pratique l'exercice, hein, c'est ça. Alors, elle ne l'a pas précisé, c'est le pratique, mais elle explique qu'elle ne sait pas comment lui expliquer, comment faire. Oui, elle le pratique. Comment faire pour que, alors, je ne Pour sais qu'il pas comment lui contracte expliquer, moins comment fort. faire pour que ça ne se voit pas? Avez-vous un Ah, conseil? alors, on va peut-être lui prendre par exemple la main entre nos deux mains comme ça, hein, et puis dès qu'on sent une extension ou bien un retirement, on dit bah, il va le sentir. Hein. C'est pas évident à faire ça. Moi, j'ai pas tellement de problème à dire voilà, de contracter. Alors, peut-être que c'est le début de la rééducation, non? Je sais pas. Peut-être que elle est au début, qu'il va apprendre à le faire. Ou... C'est sûr que c'est quelque chose qui peut être une difficulté au départ. C'est effectivement au début. Ah oui, oui, oui. Donc ça peut mettre un petit peu de temps. En fait, dans cet exercice-là, avec 5 objectifs, on peut avoir des personnes qui n'ont aucun problème à faire des soupirs, à être bien dans des apnées. Hein, parce que ce n'est pas évident non plus d'être bien dans des apnées. Ça peut prendre du temps pour certains. Donc on va les allonger, les apnées, les raccourcir. Mais on s'adaptera à chaque cas. Peut-être que ce monsieur, je pense que c'est un monsieur, peut-être que justement, il a besoin un petit peu de temps pour sentir sa contraction. Hein, ça me paraît... Elle nous précise que c'est un patient qui est très stressé, inquiet. Ouais. Alors, je vais peut-être répondre à Sandrine autrement. Quand ce tour du corps inquiète les patients, hein, parce que quand même, il faut qu'ils se souviennent de pas mal de choses. Donc, parfois, ils disent, oh là, j'y arriverai jamais. On peut proposer l'exercice de la pompe à pétrole, Sandrine. Alors, est-ce que Sandrine a... Comment est-ce qu'elle a suivi des séminaires? Comment est-ce qu'elle a fait? D'accord. Si je peux me permettre, est-ce que Sandrine, vous pouvez peut-être allumer votre micro et discuter directement avec Nathalie? Je pense que ce serait intéressant pour tout le monde. D'accord, oui, merci de me répondre. En effet, alors bonjour, je n'ai pas suivi les séminaires. En revanche, j'ai fait un stage chez Monsieur Alali. Donc, je l'ai vu pratiquer, j'ai lu les livres, etc. Et puis, mais de le faire soi, enfin, c'est pas évident. Et je le fais avec 2-3 patients. Il y en a en effet qui s'approprient assez facilement l'exercice, mais ce patient-là, il fait des crispations comme ça. Enfin, ça bouge. Et vous avez essayé donc la pompe à pétrole? Est-ce que vous avez essayé? Non, Vous connaissez la pompe à pétrole? Non, Alors, pas du tout. on peut l'appeler aussi de différentes façons, cet exercice. On peut l'appeler aussi les 4 saisons. Ça vous dit quelque chose? Peut-être, j'ai les bouquins, mais justement, je ne les ai pas tous faits, voilà. Enfin, ni expérimentés. D'accord. Alors, dans le dernier livre de François Lehuche, le dernier, vous avez lu le dernier? Celui-ci, là, je vous montre. Ah non. Moi, je pensais vous savez, il y a 3 ou 4 volumes là. Oui, mais dans celui-ci, il date de moins de 10 ans. Ah, celui qu'on ne peut pas se procurer. Si. Ah, d'accord. Ça, vous pouvez l'acheter. Et votre voix, comment va-t-elle? Donc, en fait, c'est un livre qui est pour les rééducateurs, mais aussi pour les gens qui présentent des problèmes de voix. Hein. Donc, c'est vraiment son dernier bouquin qui est passionnant. Et là, il vous expliquera la pompe à pétrole à la fin. Et je crois qu'il décrit une dizaine d'exercices. Parce que moi, je suis encore avec ceux-là, c'est pour ça. D'accord, très bien. Oui, pardon, je vous écoute. Donc, alors, je vais vous expliquer rapidement la pompe à pétrole. La pompe à pétrole, donc, ça mobilise les bras du patient. Donc, il a les bras le long du corps. Il va donc inspirer avec son nez, là, tout en élevant ses bras le long de son corps. Il va falloir que l'inspiration corresponde au mouvement des bras. Donc, ça va permettre aussi de... Alors, je ne suis pas allongée là, mais vous voyez, il y a un mouvement comme ça où les gens qui sont plus dynamiques, on préfère cet exercice-là. Hein. Et il y a 4 temps. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi les 4 saisons. Donc, c'est le printemps, hein, quand on lève les bras. Quand on est en haut, donc on est en apnée, c'est l'été. Alors, on peut être plus ou moins bien en été. Et là, il faut avoir une glotte ouverte aussi. Hein. Toujours un travail un petit peu sur la gestion du souffle sans fermer la glotte. Après, on redescend les bras le long du corps, c'est l'automne. Et on a une nouvelle pause en bas en apnée. Donc, c'est le temps de l'hiver. Ça, c'est l'exercice de la pompe à pétrole.
qui, à mon avis, peut tout à fait remplacer le tour du corps chez des gens qui sont trop stressés. Et puis, vous pouvez tenir le bras de votre patient. Hein, s'il a du mal, vous l'accompagnez comme ça. Voilà. Très bien. Alors, merci. Donc ça, c'est les exercices de relaxation. Hein. Le tour du corps et la pompe à pétrole. Il y en a d'autres, mais moi, je pratique surtout ces deux-là. Ensuite, donc la rééducation de François Lehuche, ça va être, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais plutôt séquentiel. C'est-à-dire qu'on va proposer, donc dans l'ordre, des exercices qui vont amener après à trouver une voie implicatrice, hein, parce qu'on aura fait acquérir au patient les paramètres de la voie implicatrice. Donc là, on en est juste à la prise des consciences de ces tensions psychomotrices, hein, pour qu'ils puissent, dans les exercices qui vont suivre, être plus sensibles à ce qui va se passer. Hein. Grâce à ça, il va avoir une sensibilité qui va s'accroître au fur et à mesure. Hein. Il faut comprendre qu'en fait, les exercices, au départ, peuvent être réalisés très grossièrement, et puis on va affiner. Hein. On va faire des petits réglages minuscules jusqu'au moment où le patient n'aura plus besoin d'aucun réglage et ça fonctionnera tout seul. Donc, après l'exercice du tour du corps, où il est allongé, on propose l'exercice qui s'appelle le souffle rythmé. Alors, c'est un exercice aussi très classique dans les exercices de François Lehuche, le souffle rythmé. Le souffle rythmé, ça va être une gestion du souffle abdominal, hein, puisqu'on aura expliqué que la voie implicatrice, hein, celle qui ne devrait jamais fatiguer, parce que tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on estime, on pense, hein, alors que ni la voie de conversation simple, ni la voie implicatrice ne devrait être fatigable. Il n'y a que la voie d'insistance, celle où il y a utilisation comme ça du souffle vertébral, qui va fatiguer, qui va ne pas devoir durer plus de 15 minutes, 20 minutes, au risque d'abîmer les cordes vocales. Hein, il faudra attendre après quelques jours pour... voilà. Mais les autres voies, donc la voie implicatrice et la voie de conversation simple, normalement, ne sont absolument pas fatigables. Donc, je vais vous parler du souffle rythmé. Donc, le souffle rythmé, c'est un exercice en position allongée où le patient va apprendre à gérer son souffle abdominal. C'est-à-dire que cet exercice s'appelle aussi 2-8-4. Pendant 2 secondes, il va prendre l'air en gonflant son ventre légèrement. 8 secondes, il va maintenir l'air dans ses poumons en gardant le ventre gonflé, mais le ventre restant souple. Hein, ce n'est pas le maximum d'air, énormément d'énergie. Donc, ça va être juste comme ça, en faisant un bruit de F à l'envers. Ça, c'est des bruits aussi qu'on demande aux patients de réaliser avec sa bouche, qui n'a pas toujours la facilité de trouver. Hein. Certains patients ont besoin qu'on passe du temps sur l'articulation, hein, l'utilisation des lèvres, par exemple, pour faire, par exemple, tout simplement ça. Ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais si on s'arrête à ça et on travaille sur ce geste-là, par exemple, d'inspiration sans contraction des lèvres, comme ça, il va découvrir d'autres choses. D'ailleurs, à l'occasion, donc je vais vous en parler, on explique que, alors ça c'est le travail des 6 robinets de la parole. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que les 6 robinets de la parole. Donc François, alors je vais vous montrer je vous montrerai après un petit dessin qui a été fait. Donc les 6 robinets de la parole, ce sont 6 endroits, on explique aux patients qu'il y a 6 endroits entre les cordes vocales, les narines et les lèvres. J'arrive pas à lire les questions. Alors, c'est Lucas qui demande si vous pourriez répéter en quoi consiste chaque moment de l'exercice 2, 8 et 4. 2, 8, 4 Du souffle rythmé. Ah oui, mais en fait, j'ai digressé, je fais ça souvent, mais merci beaucoup. Je reviens donc à 2, 8, 4 et après, je reviendrai aussi au robinet de la parole, qui me semble aussi très intéressant. Donc, inspiration 2 secondes, en gonflant le ventre. 8 secondes de pause, c'est-à-dire d'apnée. Et là, on vérifie qu'il n'y ait pas de fermeture de la glotte, ni de contraction de la mâchoire, ni encore des lèvres ou quoi que ce soit. Et puis,
4 secondes d'expiration que je vais vous faire tout de suite là. Les 3 premières ressemblent au bruit d'une chute d'eau au loin. Donc, on explique au patient qu'on est dans un magnifique paysage et qu'on va dire à notre ami, tiens, je pense que la chute d'eau est par là-bas, est-ce que tu l'entends? Et là, on entendra un bruit régulier. Je vais vous le faire. Vous l'entendez là? Ou je dois me rapprocher? Voilà le bruit d'une chute d'eau au loin. Et la 4e seconde va ressembler au bruit d'un quart de seau d'eau lancé à 10 mètres sur le pavé. Ça, c'est les explications de François Luge qui me vont très bien. Alors attention, c'est sur le pavé devant, de l'autre côté, c'est pas en hauteur, 10 mètres en hauteur. Et la 4e seconde ressemble à ça. Donc je fais une inspiration. Voilà, un quart de seau d'eau lancé à 10 mètres sur le pavé. Et vous avez vu que je ne fais aucun effort au niveau de mes lèvres. Donc, je vais vous faire le souffle rythmé en entier. Normalement, on est allongé. Mais je le propose aux patients comme ça la première fois. Ça fait comme ça. Voilà. Je peux le faire un peu plus souplement. Et après, on recommence. Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on doit pouvoir fonctionner comme une machine à faire ce rythme-là. Après, on va changer, on va dire, après quelques séances quand même, hein, on va pouvoir dire, vous allez inspirer pendant 5 secondes, par exemple. Donc, ça fait 5, 6, 2. Vous voyez, on peut changer. Voilà. Donc, ça, c'est la gestion du souffle abdominal. Donc, comme je vous le disais, on peut remarquer des bruits. Des bruits, alors ça peut être des bruits de glotte, des bruits de langue. Hein. Il arrive très souvent qu'on entende « chut ». Et j'ai dit, j'ai entendu un bruit là à la fin de votre souffle. J'ai l'impression que c'est votre langue qui s'est avancée. Et là, le patient réfléchit, il dit, oui. Et la fois d'après, il recommence. Et parfois, la langue s'avance encore. Et il apprend à gérer cette tension de la langue qui vient pour donner cet effet de projection. Mais ça peut être un bruit de mâchoire. Un bruit de mâchoire, ça va faire ça. Voilà. Alors là, j'ai mis un peu de voix, donc c'est sans voix. Voilà. Ça peut être un bruit de glotte. Ça va faire. Un bruit de glotte, ça va être après l'apnée. Donc, dans les 8 secondes d'apnée, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Il va commencer à expirer sous sa chute d'eau en faisant donc un bruit de glotte. Donc, on lui dira, ce bruit-là, c'est que vous avez dû serrer votre gorge pendant que vous gardiez votre air. Et normalement, vous n'auriez pas besoin de le faire. Voilà. Donc, je reviens à mes robinets de la parole parce que c'est passionnant aussi. Donc, François Luge explique qu'il y a 6 endroits, 6 lieux entre les lèvres, le nez, enfin, à la sortie d'air et quand ils sortent par les poumons, qui passent par les cordes vocales, il y a 6 endroits où on peut faire des bruits. Alors, on peut faire des bruits selon 3 modes. En explosion, en écoulement d'air et en vibration. Et on va donc s'amuser. Alors, ça sera à un moment ou à un autre de la rééducation. Hein. C'est quand on entendra des bruits, ça veut dire qu'on va intéresser le patient à savoir ce qui se passe à l'intérieur de lui, qu'on peut entendre, qui ne sent pas toujours, mais qui va quand même le gêner dans sa phonation. Pas le gêner parce qu'il va empêcher le geste d'être souple et libre. Hein. Donc, je lui dis par exemple, le robinet numéro 1, c'est les lèvres, les 2 lèvres. Avec mes 2 lèvres, je peux faire un bruit de vibration, un bruit d'écoulement d'air et un bruit d'explosion. Et je lui montre. Et à chaque fois, je vais donner une signification à ce bruit. Je vais dire par exemple, avec les 2 lèvres, je peux faire l'ébrouement du cheval. Et là, c'est une vibration des 2 lèvres.
mais on dit que ça ressemble à l'ébrouement du cheval. Ça évitera aux patients de faire des choses comme ça, vous voyez, où là, il y a beaucoup de tension pour réaliser ça. Dans l'ébrouement du cheval, c'est beaucoup plus souple parce que l'ébrouement du cheval veut dire quelque chose. Le cheval, il nous dit quelque chose quand il s'ébroue. Qu'il n'est pas content, qu'il est content. Donc ça, c'est vibration robinet numéro 1. Écoulement d'air, robinet numéro 1. Ça ressemble au bruit du vent dans les herbes hautes. Alors, je vous fais écouter. C'est très poétique. Il ne faut pas oublier que François Lelouch est un homme de théâtre. Donc, il aime bien que les gens, que les patients redeviennent des comédiens comme quand on était enfant. Hein. Et tout le monde a beaucoup de plaisir d'ailleurs à s'amuser à faire des bruits. Alors, je vais vous faire le bruit du vent dans les herbes hautes. Ça fait ça. Vous l'entendez? Nathalie, est-ce que vous pourriez peut-être allumer, vous avez allumé le son d'origine? Ça marche alors en fait, sur l'image de Zoom, en haut à gauche, il y a un élément, il y a marqué allumer le son d'origine. Est-ce que vous l'avez, celui-là? Non. Non. Alors peut-être qu'on Alors peut... attendez, alors auprès du micro peut-être, oui. Attendez, je regarde. Du Peut-être, il faut micro, regarder à côté du micro. micro intégré, identique assisteur, paramètres audio peut-être? Oui. Et là, il y a Jean-Claude Poulain qui m'avait expliqué, j'ai pas fait ce qu'il m'a dit, attendez. Alors, donc là, vous le voyez, vous voyez ce que j'ai sur mon écran là? Non. Ajuster automatiquement le volume du micro. Non, bah tant pis. Bon, je me rapproche. Oui. Si je trouve, je vous dirai. Je suis désolée. Donc, je me rapproche pour faire le vent dans les herbes hautes. Et là, le patient est transporté dans un imaginaire. Il essaie de faire ce bruit-là et on se retrouve dans un champ l'été avec le bruit du vent dans les herbes hautes. On y arrive plus ou moins. Ensuite, je lui explique que la troisième façon de faire un bruit, c'est l'explosion sur le robinet numéro 1. Et le bruit d'explosion ressemble au bruit du ballon qui rebondit sur un trottoir. Écoutez. Vous l'entendez? Alors, c'est parfois pas évident, hein, si les lèvres sont trop contractées, si le souffle est trop fort, vous voyez? Donc, il apprend à gérer ça. Donc, il y a 6 endroits, je ne vais pas tous vous les faire. Numéro 2, donc c'est, si vous voulez, je peux vous montrer ce que je propose. Donc, je vais faire un partage d'écran. Je vais essayer. Hein. Et voilà, les 6 robinets, ils sont là. Je l'agrandis. Vous le voyez là? Donc, voilà. Donc, les lieux, c'est les 2 lèvres. Ensuite, la pointe de langue, l'apex contre... C'est l'apex de la langue. Numéro 3, la base de la langue. Numéro 4, les plis vocaux. Numéro 5, le voile du palais. Et numéro 6, les narines. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont les bruits. Je vous ai fait sur R1 le ballon qui rebondit, le vent dans les herbes hautes, et je vous ai fait l'ébrouement du cheval. On peut expliquer que parfois, on peut faire un bruit de vibration sur chacun de ces bruits. Donc, par exemple, sur R1, si je fais un bruit de vibration, ça va faire. Donc, le ballon, ça fait. Si je mets une vibration, ça va faire. D'accord? Si je mets une vibration dans le vent dans les herbes hautes, ça va faire. Alors ça, c'est extrêmement compliqué hein, pour des gens qui ont une dysphonie. Donc, on n'y arrive pas tout de suite. Mais ça dépend, ça peut aussi les intéresser, les interpeller. Alors, je ne sais pas, moi, il y a des robinets qui vous intéressent, que vous voulez que je... Des bruits. Par exemple, je peux vous faire le bruit des coquilles Saint-Jacques. Donc, sur R3, c'est les coquilles Saint-Jacques que l'on tape l'une contre l'autre. Ça fait ça.
Alors, parfois, c'est un peu trop appuyé, ça ne marche pas. Et si, par exemple, je fais un écoulement d'air au même endroit, ça ressemble à la fuite de gaz. D'accord? Si je fais l'oiseau mécanique, donc vibration sur R2, ça fait ça. Si je fais sur R5 l'explosion, ça fait le canard tout bas, ça fait ça. Si je mets une vibration sur mon canard tout bas, ça fait le canard. Ça fait d'accord? Si je mets la pompe à vélo, ça fait ça. Si je mets de la voix dessus, une vibration des cordes vocales, ça va faire la mandoline. Ça va faire Je peux faire aussi le souffle narinaire. Alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à sentir si le souffle vient de la bouche ou du nez. Donc, le souffle narinaire. Si je mets de la voix, ça fait et ça fait la sirène de bateau. Voilà. Donc ça, c'est le travail sur les robinets de la parole que je peux proposer quand je sens que le patient a du mal à sentir ces différents points d'articulation. Est-ce qu'il y a des questions sur les robinets de la parole ou Alors moi, j'ai une question. Je m'interrogeais sur le fait que donc vous parliez d'une rééducation séquentielle. Est-ce que au cours d'une même séance, est-ce que finalement on se focalise sur certaines parties de la rééducation avant de passer à une autre, ou est-ce que au cours d'une même séance on peut passer éventuellement d'une pratique à l'autre, d'un travail de souffle à un travail de Alors, relaxation? ça va donc toujours dans le même ordre. Hein. Donc, comme je vous disais, là, on était souffle allongé, gestion du souffle abdominal allongé. Et après, bon, si on voit qu'il y a des tensions, des besoins de tenir quelque part, hein, de tenir le souffle avec la langue, de tenir le souffle avec les cordes vocales, de tenir le souffle avec même le voile du palais. Hein. On peut trouver des bruits aussi au niveau du voile du palais. Donc, je peux proposer cet exercice-là pour débrider un petit peu et pour isoler un peu chaque point articulation qui sera trop présent hein, et pour l'enlever après. Donc après le souffle rythmé, alors il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer le temps. Donc dans le souffle rythmé, il y a quand même une gestion du temps. Hein. On compte, ça les stresse. Donc rien que le fait de leur dire qu'on va compter, donc il y a une prise d'air haute, vous voyez. Donc on passe par autre chose, mais on commence toujours par le souffle rythmé. Si le souffle rythmé donc, est trop compliqué, on va faire le saut de l'apprenti sorcier. Alors on explique au patient qu'il va gonfler son ventre et il va faire le bruit d'un seau qui se remplit d'eau. Quand le seau sera rempli d'eau, quelqu'un va l'attraper et jeter toute l'eau qu'il y a dedans. Puis il va reposer le seau et le seau va à nouveau se remplir d'eau. Et là, on est un petit peu agacé et on balance le seau. D'accord? Donc ça fait ça en fait. Le bruit, ça fait ça. Voilà, on demande de faire ça en étant allongé. Donc ça s'appelle le saut magique de l'apprenti sorcier. Il est décrit aussi dans ce bouquin. Et puis ensuite, on va demander au patient de se lever et on va regarder sa verticalité. Alors s'il y a des problèmes de verticalité, on va peut-être les découvrir pendant un exercice de souffle debout. Ou peut-être qu'on va les découvrir tout de suite. Hein. Le patient va être un peu avachi. Enfin, c'est pas avachi, on va appeler ça un peu posé en avant. Vous voyez, il aura besoin de se verticaliser. On peut proposer donc l'exercice des 5 charnières. Il y a aussi l'exercice du sphinx. Et il y a aussi l'exercice du soupir du samouraï. Alors, pour les 5 charnières, il va falloir que le patient s'installe dans 5 positions physiques et psychiques. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se pose et qu'en même temps, il pense être dans cet état-là. La première position, ça va être celle de la réflexion.
Donc, dans la réflexion, on pose ce regard devant soi et on est dans la réflexion, vous voyez, comme ça un peu. Je vous montrerai après parce que j'ai fait une photo d'un patient qui pratique les 5 charnières. Donc, première charnière, attitude de réflexion. On lui explique qu'il y a une situation qu'il est en train de vivre et puis ça ne se passe pas exactement comme il le pensait ou bien il a une pensée. Et là, dans la situation, il peut s'installer dans une réflexion. Dans cette réflexion-là, ou bien il a une solution, il se redresse, il continue donc ce qu'il est en train de faire, de dire, ou alors il n'y a pas de solution dans la réflexion simple, il va aller alors dans la réflexion profonde. Et là, donc le menton s'abaisse et descend tout près du cou, il va regarder ses pieds. Et ses épaules vont rester donc verticales. Réflexion profonde, c'est ça. Voilà, et on lui dit, là, vous êtes en train de réfléchir profondément. Et on le laisse s'installer dans cette réflexion profonde. On sent quand on est thérapeute s'il y est ou s'il n'y est pas. Parfois, la personne a envie de s'installer longtemps. Ça lui fait du bien d'être dans cette attitude de réflexion. Après la réflexion, on va avoir l'attitude d'abattement. Ça veut dire que même en ayant réfléchi très profondément à une solution, on n'en a pas. Et ça arrive à tout le monde. Et là, on a le droit d'être triste, découragé. Et l'attitude d'abattement, vous voyez mon corps, donc je suis dans la réflexion là, profonde, et je vais être dans l'abattement. Donc c'est le haut du corps, le haut du dos qui tombe. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a une bascule du bassin, on va s'apercevoir qu'il garde sa tête raide, on va s'apercevoir de plein de choses. Donc nous, on va lui faire retrouver cette attitude. Après, Sandrine, après, il faut que je parle. Donc après l'attitude d'abattement, de tristesse, eh bien, il y aura l'attitude d'épuisement. Après avoir fourni tous ces efforts pour trouver une solution, être abattu et puis on est épuisé. Et là, le corps, vous verrez chez le monsieur que j'ai pris en photo, donc le haut du corps est complètement, complètement en bas, et à la fin, il y a l'écroulement. Et là, il n'y a plus personne dans l'attitude d'écroulement. Donc la 5e charnière, c'est celle de l'écroulement. Donc le patient s'installe dans l'écroulement et on lui dit, ne vous inquiétez pas, vous allez donc revenir et repasser par les différentes charnières. Donc après l'écroulement, on revient à l'épuisement, puis on revient à l'abattement, et puis à la réflexion profonde. Et là, on reste un petit temps à la réflexion, ma voix qui ne va pas très bien là, je ne sais pas si vous avez entendu, à la réflexion, et puis ensuite, on retrouve une verticalité. Vous voyez, là, je fais un soupir, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je pense que c'est intéressant. J'ai bien réfléchi avant de vous parler de ça. J'ai parfois ma voix qui ne va pas très bien parce que j'ai fait en fait un AVC il y a un peu plus de 6 ans. Et là, je me suis réveillée un matin, j'avais plus de voix, je ne pouvais plus articuler. Donc, mon mari était allé ça m'émeut de parler de ça, préparer le petit déjeuner et je ne pouvais pas l'appeler parce qu'en plus, il a un prénom où il y a un D et un N, donc il fallait monter ma langue, je ne pouvais pas. Heureusement, ma fille dormait là cette nuit-là. Elle s'appelle Lucie, donc c'était un L et un S, donc c'était un peu plus difficile. Mais au fur et à mesure, je récupérais. Je me rendais compte que ça marchait de mieux en mieux. Donc, plus j'essayais d'appeler, plus ça marchait. Et puis, donc, j'ai gardé quelques petites séquelles, c'est-à-dire j'ai une fragilité au niveau d'une corde vocale qui est un petit peu faible. Mais vous voyez, dès que je sens que ma voix ne va pas bien, déjà, je peux avoir ce qu'on appelle le comportement tranquillisateur que je viens d'utiliser avec vous pour pas que vous disiez, tiens, cette orthophoniste, en fait, elle nous parle de la voix, mais elle a quand même un petit problème, elle aussi. Oui, c'est vrai, mais je ne fatigue jamais ma voix. C'est-à-dire que je sais faire en sorte que ce petit problème, je puisse le régler, mais sans m'arrêter de parler, juste en faisant un soupir. Vous voyez, ça me détend, je sens que ça fait du bien, en me verticalisant, en pensant à vous qui m'écoutez, et je suis sûre que vous m'écoutez. Donc ça, vous voyez, c'est tous les paramètres de la voix implicatrice. Et puis après, donc j'écoute un peu et je trouve que ça va, j'arrive à mieux m'exprimer. Bon, c'était juste pour vous dire qu'on peut s'en sortir quand on a
quand même une corde vocale paralysée et qu'on réagit plutôt sans faire trop d'efforts pour que la voix sorte. Hein. On réagit peut-être d'une autre façon. Et puis les orthophonistes aussi. J'ai eu la chance d'être orthophoniste aussi, parce que j'ai su faire avec ça. Voilà. Donc, je continue sur les exercices. Ouais. Donc, j'ai parlé des exercices de verticalité, donc les 5 charnières. Alors, je vais vous montrer le patient là, parce qu'on va faire un petit partage d'écran. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui souffrait de bégaiement. Je dis souffrait parce qu'il en est sorti, heureusement. Et qui souvent disait, enfin, c'est un monsieur qui se dénigrait, hein, et il disait, mais je me tiens mal, mais je suis toujours ravachie, j'ai pas d'énergie. Alors, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de choses, qui avait beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que sa posture dénotait hein, par rapport à ce qu'il vivait à l'intérieur de lui. Enfin, il vivait peut-être quand même cet abattement, c'est vrai, parce que c'était pas facile de bégayer. Voilà, donc on a travaillé sur les 5 charnières, et vous voyez, donc là, on est dans l'attitude de réflexion. Hein, donc son visage est un peu porté sur l'avant, il est dans la réflexion. Là, il est dans la réflexion profonde. Alors, il n'est pas très souple, ce monsieur, au niveau du cou, mais il est normalement dans la réflexion profonde. Là, c'est l'abattement. Alors, attends, je vais enlever ça pour qu'on voit tout. Là, il y a l'épuisement. Et puis, là, il est dans l'écroulement. Bon, il est aussi assez raide hein, du dos. Hein. Vous voyez, hein, l'écroulement, il y a des gens qui sont souples, on est complètement écroulé. Et là, on voit qu'il a les genoux qui sont très verrouillés aussi. Hein. Donc, tout ça fait partie du travail que l'on peut faire avancer en posture hein, grâce à cet exercice-là. Et puis, il revient à l'épuisement. Et puis, il retrouve son attitude d'abattement, de réflexion profonde, ensuite de réflexion. Et vous voyez encore là, il a toujours un peu le visage un petit peu en avant, hein, malgré, et puis là, le thorax qui est un petit peu abaissé, hein, malgré l'exercice. Mais bon, il en était encore, il y avait encore du travail, ce monsieur. Et puis, je lui ai fait faire aussi le sphinx, donc je ne l'ai pas. Mais le sphinx, c'est un exercice. Oui, je suis en train de faire une bêtise là, quitter la réunion. Attends, je fais n'importe quoi. Voilà, je vais agrandir les trucs. Voilà. Donc, le sphinx, c'est un exercice devant le miroir. Donc, les orthophonistes donc, qui rééduquent la voix ont tous, je pense, un miroir. Hein, miroir qui permet de s'observer en train de souffler, en train de se tenir, en train de se regarder aussi. Dans le sphinx, il est question du regard. On demande au patient donc de rester fixé en face, comme ça, à se regarder. Et hop, il va tourner la tête à gauche. Hop, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, je ne vois pas. Ah, si, tu vois. Voilà, le sphinx. Hop. Et hop. Vous voyez, en fait, il va garder son regard en face et tourner la tête à gauche et à droite, tout en gardant... Nathalie, il faudrait que vous partagiez votre écran pour qu'on voit... je ne sais pas si vous nous montrez des images, là? Non, je suis en train de vous montrer moi ce que je fais. Ah, pardon, excusez-moi, alors c'est moi qui ai mal compris. Vous me voyez ou pas? Oui. Je pensais que vous montriez des images, pardon. Non. Je vous montre juste le travail du sphinx. Vous voyez, le patient est en face devant le miroir, comme ça, debout ou assis. Tous les exercices, on peut les faire debout, assis. Hop, il se regarde. Hop, hop, et hop. Alors, on a souvent hop, on a souvent ça, vous voyez, des choses comme ça au début. Hein. Et après, il apprend. Alors, il ne faut pas qu'il fasse ça. Hein. C'est vraiment un geste plutôt hop, franc. Hop. Après, on peut lui demander de faire un soupir. Vous avez vu ici, ça se rétrécit, soupir thoracique supérieur. On lui apprend ça, parce que souvent, le thorax est complètement bloqué. Hein. Chez certaines personnes qui pensent qu'il n'y a qu'une bonne respiration, c'est la respiration abdominale. Il y a des blocages thoraciques énormes, donc on arrive à débloquer avec le tour du corps, mais aussi avec ce genre de choses qui sont aussi bien les 5 charnières que des respirations thoraciques supérieures. Voilà, donc des exercices de verticalité et aussi le soupir du samouraï.
Alors, soupir du samouraï, c'est ça. Donc, François Luge dit que c'est reprendre haleine sans perdre, je ne sais plus, se reprendre le souffle sans perdre haleine, je ne sais plus comment il dit. Donc, c'est quand on se sent dépassé par une situation. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que la respiration vertébrale, elle était là quand on se sent dépassé par une situation. Ça arrive souvent, hein, quand on est instit dans une classe avec beaucoup d'enfants, enfin des petits, enfin tout ça, ou quand on a quelqu'un qui, voilà, donc ça nous arrive souvent d'être dépassé par une situation. Et là, on va faire croire que on est un samouraï et que malgré tout, jusqu'au bout, on sera présent. Donc ça ressemble à ça. C'est avec le nez. On peut le faire en 2 temps. Et quand on expire, donc c'est une expiration passive, là, on se repose et on revient à ce qu'on était en train de dire et de faire. Mais tout ça, ça fonctionne dans la tête. Hein. Ça, ce sont des exercices que le patient va réaliser chez lui. Alors, par exemple, ce soupir du samouraï, j'ai des gens qui me disent mais c'est pas moi, mais c'est pas possible, c'est trop, les gens sont trop fiers d'eux, ceux qui font ça, enfin c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis il arrive à s'installer dans ce soupir du samouraï et on en rigole et il y est finalement très très bien, mais parce que c'est un jeu. Hein. Il faut savoir que ce sont vraiment que des jeux que l'on propose. Voilà. Après, Nathalie, j'attendais que vous ayez terminé la présentation des exercices. Sandrine demande l'exercice du sphinx. Est-ce que c'est pour la détente, la posture? Est-ce que vous pourriez nous détailler? Alors, c'est pour les deux. C'est pour la posture détendue, c'est-à-dire acquérir une bonne verticalité avec, je vous rappelle, donc, regard pectoral. Vous voyez, je mets mon doigt comme ça. Quand on travaille avec le patient et qu'on est dans le souffle projeté, je mets mon doigt comme ça pour qu'il sache qu'il y a une présence du regard aussi ici. Hein. C'est vraiment important, en fait. Hein. Je lui explique que c'est le cœur qui parle, on est présent ici hein, quand on s'adresse aux autres, normalement. Hein. En tout cas, on essaye. Et puis, donc, regard visuel et regard facial. Donc, le sphinx, c'est aussi bien détendu, gérer sa détente et sa posture. Et on explique, j'en rajoute Sandrine, parce qu'à chaque fois, j'ai des petits trucs à rajouter. Et en fait, on explique qu'on peut être très... Alors, François Lehuche dit que la gauche, c'est le passé, la droite, c'est l'avenir. Il peut se passer quelque chose dans notre tête ici, là-bas, mais nous, on est toujours là. Vous voyez? Hop, et on revient. Il peut se passer quelque chose, hop, là-bas, mais nous, on est toujours là avec l'interlocuteur en face. C'est aussi ça, l'exercice du sphinx. Voilà, ce qui concerne la verticalité. Alors, pour les exercices d'articulation, donc je vous ai dit qu'il y avait déjà l'information, hein, des robinets de la parole, et puis il y a 3 exercices que propose François Lehuche, qui sont 3 exercices de langue mâchoire. Voilà. Que vous verrez décrits dans ces livres aussi. Et qu'on pratique dans les séminaires. Alors, dans les séminaires que je propose, on fait vraiment presque que de la pratique. C'est-à-dire que si on va un petit peu trop s'intéresser à la théorie, bien sûr, hein, c'est tout à fait possible, mais je préfère qu'on y aille directement, hein, qu'on se mette à travailler sur le corps. Parfois, ça peut être difficile pour certaines. C'est pas grave, hein, on est tous des thérapeutes. Donc, moi, je trouve que c'est merveilleux de voir comme un thérapeute s'occupe d'un autre thérapeute, hein, parce qu'on sait qu'on va pouvoir transmettre notre savoir, notre regard, notre écoute, notre empathie, hein, normalement les qualités du thérapeute. L'acceptation, hein, c'est aussi une qualité du thérapeute, accepter les choses. Alors, j'ai vu quelque chose, une petite question? Oui, Lucas demande si les exercices que vous avez décrits du sphinx ou du samouraï peuvent se trouver aussi dans le livre que vous avez montré tout à l'heure. Je pense que c'est le livre. Alors, je vais regarder. Et ta voix, comment va-t-elle? Je vais regarder. Alors, le saut magique de l'apprenti sorcier. Ensuite, non, je ne crois pas.
Par contre, vous l'avez très bien expliqué, évidemment, dans le 4e tome de la voix. Hein. Tout est vraiment détaillé. Hein. Il faut savoir que moi, c'est ce que j'ai énormément apprécié auprès de François Lehuche, c'est que vraiment, il ne lésine pas sur les détails. Son objectif, c'est qu'on sache faire. C'est vraiment que ça qui l'intéresse. Hein. Donc, dans le 4e tome de La Voix, donc chez Masson, vous trouverez, en plus, ça a été réédité, donc revu. Je crois que même il a renommé l'exercice le tour du corps, enfin, je pense. Hein. En tout cas, dans celui-ci, la relaxation les yeux ouverts s'appelle déjà le tour du corps. Voilà. Mais bon, après, il faut pratiquer. Hein, il faut pratiquer. Donc, exercice de verticalité. Et puis après, donc, exercice de souffle projeté. Voilà. Et on va donc introduire un objet imaginé. Puisque, comme vous l'avez compris, dans la voix implicatrice, il y a la présence de l'autre à qui on va donc transmettre un message, hein, ou bien l'appeler. Je vous ai expliqué, donc la voix implicatrice, c'est pour affirmer, expliquer, appeler, interroger, répondre. Vous voyez, c'est tout ce qui se passe dans la relation à l'autre. Hein. Donc, on va imaginer pour le souffle du Sagittaire un bateau loin sur la mer, ça vous avez dû le lire. Donc, parfois, il est difficile pour le patient de pouvoir faire apparaître une image, hein, tout simplement. Donc, bon, ça peut être un bateau, mais ça peut être un chameau dans le désert, mais ça peut être aussi un post-it qu'on aura mis, hein, si la personne a trop de mal à imaginer quelque chose. Et là, c'est son regard qui va parler au bateau. C'est son regard qui va dire au bateau d'avancer. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la voix implicatrice, elle n'est pas spécialement forte. Elle peut être même chuchotée, la voix implicatrice. Hein. Et d'ailleurs, si je vous parle comme ça, donc c'est un exercice qu'on appelle les conspirateurs. Vous voyez, on essaye de se raconter vite quelque chose parce que c'est urgent. Et là, j'ai une voix très implicatrice, donc qui mobilise énormément mon souffle abdominal. Hein, ce n'est pas obligatoirement une voix forte. Donc, je reviens à Sagittaire, souffle du Sagittaire, une bonne verticalité, le regard sur un bateau loin. Et là, on demande au patient de souffler 3 souffles qui vont ressembler au bruit d'une flèche, hein, comme le Sagittaire tire des flèches. Attention, ce n'est pas pour toucher le bateau, c'est impossible. Le bateau est très, très loin sur la mer. C'est notre regard qui est implicateur. Et on fait 3 souffles comme ça. Vous voyez, c'est très fin. On peut les faire plus fins encore. Et là, le souffle abdominal, normalement, se met en route automatiquement. Il n'y a pas d'inspiration pour le souffle du Sagittaire. Ensuite, on va proposer donc le souffle du dragon. Là, ça sera plus pour appliquer la respiration abdominale, plutôt le souffle abdominal sur le chant. On va commencer par des exercices de voix, voix parlée, voix chantée, très simple. Hein. Alors moi, quand j'ai commencé la rééducation vocale, je n'avais jamais chanté. Hein. Et même, je crois me souvenir qu'on me disait que je chantais vraiment faux. Et c'est en apprenant donc la rééducation vocale que je me suis aperçue, et on me l'avait dit aussi, que tout le monde peut chanter juste. Mais je ne suis pas chanteuse au départ, même si j'ai pris des cours de chant, je ne m'estime pas du tout chanteuse. Je n'ai pas envie de proposer une voix de chanteuse spécialement aux patients. Je pense qu'il y a des orthophonistes qui sont chanteuses, donc à qui ça conviendra mieux. Mais pour l'instant, donc, je chante un petit peu, on chantonne à la fin, on chante des petites chansons simples, mais pas des voix donc lyriques ou des voix plus développées. Voilà. Donc, exercices de voix qui sont aussi décrits, hein, ceux de base. Des psalmodies, beaucoup de psalmodies, de comptages. Alors François Lehuche, il aime bien les comptages parce qu'il trouve qu'il y a une certaine énergie dans le comptage. C'est vrai, c'est facile. Et puis des voyelles aussi, hein, ça évite les coups de glotte en attaque, les attaques en coups de glotte. Des voix sur plusieurs tons.
5 tons, 6 tons, 7 tons si on peut, hein, si on a envie de développer un petit peu. Tout ça avec une bonne verticalité et un bon soutien léger. Un bon soutien, c'est un soutien suffisamment léger. Voilà pour les exercices. Enfin, vous les trouverez tous, hein, je ne vais pas non plus développer tous ces exercices. J'aimerais vous parler un peu alors, du bégaiement. Alors, vous avez vu quand même que François Lehuche ne travaille pas directement sur la voix, enfin, moi non plus. On ne propose pas tout de suite de travailler sur la voix, d'écouter la voix, de transformer la voix, de changer la posture, parce que pour changer la voix, ce qui est aussi très très bien, hein, reculer son menton, mettre son visage en face, placer différemment sa langue, et pour trouver une bonne voix. Hein. On va travailler en amont et on arrivera à la fin à la voix. Alors souvent les gens sont surpris, mais c'est la façon de fonctionner. Et donc, quand j'arrive à proposer des exercices de voix, on va dire qu'il ne reste plus que 4 ou 5 séances de rééducation. C'est vraiment la fin de la rééducation, les exercices de voix. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que François Lehuche appelle le soutien? Comment il le Qui est-ce qui définit? parle? C'est Olivia, c'est moi. Ah. Je me demandais, est-ce que François Lehuche, qu'est-ce qu'il appelle le soutien? Comment est-ce qu'il le définit? Et comment il le travaille? Est-ce qu'il le travaille? Alors, le soutien, donc, il est travaillé avec le souffle rythmé au départ. Hein. Quand on fait la chute d'eau loin, et après on projette le souffle. Là, on travaille déjà le soutien. Il dit que le vent doit être souple. Voilà. Donc il le travaille avec le diaphragme et l'ouverture de la cage thoracique, c'est ça? C'est ce qu'il englobe dans la notion de soutien? Oui, je pense. D'accord. Parce que toi, tu le vois autrement, tu le vois comment, toi? Avec le soutien, ça peut être... Alors, en fait, on peut utiliser des termes différents, mais qu'on peut avoir, alors effectivement, un soutien qui se crée par une cage thoracique qui va rester un certain temps ouverte et qui va finalement petit à petit s'abaisser et pas s'affaisser d'un coup. Mais ça pourrait être aussi ce que dans d'autres techniques de méthodes de voix, on pourra appeler l'ancrage, où on travaille davantage sur une posture de tête, une posture du cou et puis un travail avec les muscles de l'arrière du dos, par exemple, qui vont aider justement à donner, finalement, à ancrer, à donner cette force pour que le larynx soit stabilisé. Donc voilà, je me demandais ce que le Huche lui appelait le soutien. Alors, donc ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que tu parles de cette utilisation donc du diaphragme, enfin cette mobilisation, on va dire, des côtes qui sont écartées pendant l'émission vocale, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Donc justement, moi, je travaille... À partir du moment où je propose la voix, pour moi, la personne, je ne lui parle plus du tout de tout ça. Normalement, la voix doit s'installer naturellement sur le corps qui aura appris à soutenir le souffle. Et puis aussi sur l'articulation hein, qu'on aura. Mais je ne parle pas du tout de ça quand je suis dans la voix. Et je demande juste au patient d'être dans l'imitation de ce qu'il entend, être le plus près possible de ce qu'il entend, aussi bien au niveau du rythme que de la hauteur, que de la longueur. Voilà, mais je ne parle plus du tout de soutien à ce moment-là. Alors d'accord, mais du coup, donc j'ai bien compris que c'était des choses qui étaient travaillées en amont pour que finalement le corps soit prêt au moment où on installe la voix. Ouais. On travaille vraiment sur la voix. Mais alors, et donc ça, ce que lui appellerait soutien, c'est-à-dire justement cette ouverture de la cage thoracique avec un diaphragme peut-être plus vers le bas, il le travaillerait donc dans le souffle rythmé, c'est ça? Par le souffle rythmé, c'est ça? Ouais, enfin, oui, je pense que oui. Ok. Mais en fait, il ne le travaille pas spécialement. Hein. Ça, c'est peut-être plus un travail de professeur de chant, non? Alors pas forcément. Moi, je pense que le corps sait en fait sait gérer la respiration quand on en a besoin. C'est ce que vous disiez au tout début. C'est qu'en fonction de l'intentionnalité qu'on a avec la voix et ce qu'on cherche à faire avec sa voix, finalement, le corps il sait ce qu'il doit mobiliser au niveau respiratoire ou quelle respiration il va utiliser pour tel élément. Mais on entend quand même beaucoup parler de ces notions de soutien.
moi, je trouve que c'est pas toujours, en fait, c'est pas toujours les mêmes termes qui sont utilisés et pourtant parfois on réfère à la même chose ou des fois justement pas à la même chose. Donc moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir comment François Lehuche, enfin, qu'est-ce qu'il met derrière ce terme de soutien. Est-ce que d'abord il en parle pas? Qu'est-ce qu'il met derrière ce terme de soutien et comment lui cherche à le travailler? Voilà. Alors, donc, je vais peut-être essayer de vous répondre comme à sa place. Hein. Il pourrait être là d'ailleurs ce soir, mais peut-être une autre fois. Donc, en fait, on dit d'abord qu'on soutient un bruit. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que le bruit sorte de façon régulière et faible. On soutient un bruit et on projette un bruit. Et les choses se font au niveau des côtes, au niveau du diaphragme avec. De même qu'on soutient quand on est debout notre regard qui va lui-même permettre une bonne verticalité et normalement le soutien, si on appelle ça soutien, va se faire selon ce qu'on veut faire. C'est ça, hein, selon ce qu'on veut faire puisque notre regard va déterminer ce qu'on veut faire. Si la personne nous écoute, si il faut au contraire parler d'autres choses autrement. Vous voyez, on va donc essayer de construire notre parole plutôt que d'écouter notre parole. On va essayer d'écouter notre parole dans la construction que s'en fait l'autre. Et c'est là qu'on va essayer, je trouve qu'on est dans le soutien. On se tient à la hauteur de l'autre. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. On ne parle pas spécialement d'ouverture des côtes quand on fait du souffle projeté. D'accord. Donc là, on est plus finalement dans un comportement plus global du corps qui va aider à cette voix. À ce souffle qui va ressembler à ci ou à ça. Hein. Oui, d'accord. Plutôt. Okay. Et ça marche pas mal. Alors, je regarde l'heure. J'aimerais vous parler de quelque chose aussi. Alors, est-ce que je vous parle de bégaiement? Non, peut-être pas. Alors, il y a quelque chose quand même qui peut intéresser aussi bien les patients dysphoniques que les patients bègues. Donc, les orthophonistes vont être aussi intéressés par ça. Et je tiens à en parler parce que c'est quelque chose qui n'a pas été très, très développé dans les premiers livres de François Lehuche. Et puis, on a discuté ensemble de ça. C'est la PAV. Donc, Elisabeth avait entendu parler donc au congrès de Tours et il en avait un petit peu parlé. C'est la précession articulatoire de la voyelle. Quand on parle naturellement, sans faire attention, si on n'a pas de problème de parole, on va articuler en installant la voyelle avant la consonne dans la syllabe. Mais ça se fait sans conscience. Hein, c'est automatique, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. C'est quelque chose qu'on réalise comme ça, on ne nous le dit pas. Par contre, les gens qui savent lire et qui ont un problème pour parler, et bien là, ils vont peut-être changer leur façon de faire en se disant qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'arrivent pas à parler comme il faudrait et ils vont insister sur la consonne. Alors, je vais vous montrer quelques exemples pour la PAV. Je demande aux patients d'être neutres comme ça et de dire, par exemple, je. Et vous avez vu que j'ai placé mon E avant mon J. Si je dis J, vous avez vu comme je place mon J, mon I avant mon J. On a beaucoup de gens qui contractent leurs lèvres pour faire le J, alors que ce n'est pas du tout ça. Hein. Si on dit jus, j'utilise. Voilà. Après, on décortique, on ralentit. Alors ça, c'est qu'en exercice. Hein. Jamais, jamais on pense à ça quand on est en train de parler avec quelqu'un. Hein. On ne pense qu'à construire notre discours dans la tête de l'autre. Hein. On ne pense qu'à ça. Donc, j'explique que naturellement, ça marche comme ça, mais que pour certaines personnes qui ont un trouble d'articulation, une difficulté passagère, enfin là, c'est plutôt une difficulté qui est dure, puisque je pense que l'inversion de la PAV
a pu se mettre en place à un moment de la vie du patient sans qu'il s'en rende compte, juste parce qu'il avait envie de mieux parler. Chez les personnes bègues, il y a presque tout, même toujours, on va dire, ça fait partie des premières distorsions, parce qu'il y a des distorsions. Enfin, François Leluche, je pense que la personne qui s'est mise à bégayer, qui a installé après son bégaiement, a installé des distorsions sur sa parole normale, c'est-à-dire les distorsions, inversion du réflexe normal de décontraction. Vous voyez, au lieu de se décontracter quand il est... Quand je me relâche directement, le mot sort. La personne qui bégaye, elle pousse sur le mot. Hein. Elle pense qu'il va passer. Donc, elle le fait passer en force. Donc, on travaille sur la PAV. Alors, comment est-ce que je travaille sur la PAV? Déjà, je travaille sur les robinets de la parole. Est-ce que tout le monde a compris la PAV? Ou est-ce que vous avez besoin que je vous montre des petites choses parce que ça m'intéresse bien et puis je pense que ça va être l'occasion. Parfois, il y a des gens qui nous disent « je n'arrive pas à dire « je ». Alors, on va tout de suite dire « oui, c'est pas dire « je », c'est son « moi », etc. Alors, bon. Sauf que ces gens, par exemple, qui me disent « j'arrive pas à dire je me baigne ». Je me baigne. Sauf que on dit jamais « je me baigne ». On dit jamais « je sais pas quoi ». On dit toujours « je réponds au téléphone », je viens de voir, j'ouvre la boîte, on dit, ou alors je pense. Hein, par exemple, pour dire je pense, ils disent j'arrive pas à dire je pense. Donc ça fait et on ne peut pas dire le pense. Donc moi, je leur explique que quand je parle naturellement, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait des discours, alors quand on fait un discours, là, c'est différent. Hein, on peut dire je pense que, on dit je. Et quand on parle naturellement à quelqu'un, on dit je pense. Et ça s'écrit en phonétique comme ça. Donc, on apprend la phonétique avec le patient. Je vous montre comment j'ai écrit je pense. Je ne sais pas si on le voit à l'endroit. Voilà, je pense. Et on explique qu'on va placer le en avec la bouche avant le je. C'est la précession articulatoire de la voyelle. Donc, je vous montre ma bouche qui fait je pense. Regardez. Je pense. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est plus un je. Hein. Là, c'est en phonétique, c'est on ne dit pas je pense, on dit je pense. Voilà. Et si on dit je pense à toi, ça va s'écrire je pense à toi. Ça va s'écrire comme ça. Je pense à toi. Donc, on va lui dire que le en, il va le placer avant le che, le a avant le se et le a avant le toi. Et voilà, donc ça, on va donc faire une co-articulation des syllabes. Je pense à toi tous les jours. Je pense à toi tous les jours. Vous voyez le ou. Voilà. Donc ça fait partie du travail que je peux proposer. Mettre des mots en bouche. Donc devant un miroir, on dit au ralenti, je pense à toi. Et là, je vous promets qu'une personne qui ne savait pas ça, qui fonctionnait autrement, est complètement déstabilisée. Ça fait comme s'il y avait une grande cassure. Parce que remettre les mots en bouche comme ça, de façon naturelle, chez quelqu'un qui avait pensé qu'il fallait dire les choses consonnes-voyelles, c'est très, très déstabilisant. La première fois, la deuxième fois, ça l'est encore un peu, et puis après, on rigole, et puis après, la bouche se met à faire ça naturellement. Ce monsieur que vous avez vu tout à l'heure en photo pour les 5 charnières, en fait, dès qu'il sentait qu'il était mal à l'aise et qu'il n'allait pas arriver à parler, hop, ça se remettait automatiquement.
à la perte de la pave. Donc, il revenait à la fin juste pour faire quelques petits mots en bouche avec moi, enfin un petit tour du corps, ça, et on mettait les mots en bouche. Il repartait avec les mots en bouche qui étaient, vous voyez, plus justes, et ça lui permettait donc de retrouver une parole normale, aussi bien au téléphone qu'à son travail. Voilà. Oui. Alors, Nathalie, Lucas demande si ce sont des exercices sur des syllabes, des mots et des phrases courtes. Alors, bien sûr. Donc, on commence par des syllabes. Hein, ça dépend. Alors, si on a travaillé les robinets de la parole, par exemple, si on dit pas, par exemple, si on dit bonjour, hein, les gens nous disent, je n'arrive pas à dire bonjour. Donc, on va travailler sur le d'abord, et puis après, on va dire, on va mettre du son, b, b, et puis après, on va dire bon, d'accord. S'il n'arrive pas, s'il bloque, souvent c'est au début du mot, hein, mais si c'est bonjour, donc mot, son, robinet, syllabe, mot et phrase. Après, on lit les mots. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Et on peut dire, et ça, on peut le faire plein de fois. Hein, c'est du plaisir, tout ça. Hein. Bonjour, madame la boulangère. Merci si j'ai répondu à vos questions. Et donc Sabine pose aussi une question, est-ce que ça fonctionne même sur des personnes qui sont bègues depuis l'enfance et qui sont aujourd'hui des adultes? Toujours bègues, je pense. Extrêmement bien. C'est merveilleux. On leur dit une chose qu'ils n'ont jamais entendue. C'est magnifique. Et on leur dit qu'on parle comme ça naturellement. Alors, des personnes bègues, il y a différents... Oh, je vais vous faire écouter, tiens, vous parlez. Je vais vous faire écouter un audio d'une personne qui bégait. Bien sûr, c'est merveilleux le travail qu'on peut faire avec des adultes. Mais ça, vous ne le faites jamais, jamais avec des enfants de moins de 6 ans. Hein. Avec des enfants de moins de 6 ans, on fait une guidance parentale où on essaye de remettre en route une interaction normale, hein, en évitant de demander des efforts, donner des conseils, faire attention au fond, faire attention plus au fond que la forme, ça c'est très important. Ça c'est avant 6 ans. Mais après, dès que l'enfant déjà connaît les lettres, il va changer. Hein. C'est des enfants très très volontaires. Et chez l'adulte, mais c'est une merveille chez l'adulte de commencer à faire les robinets de la parole. Hein. Déjà, c'est un peu difficile. Hein. Tout ça, c'est difficile. Je vous ai parlé de tout ça assez rapidement, mais on peut s'arrêter assez longtemps sur... et même avec des dysphonies spasmodiques. Hein, les dysphonies spasmodiques, quand ils sont complètement serrés là, ils vont comme ça, et ça va encore plus serrer la gorge. Donc la pratique des mots en bouche, c'est extraordinaire, extraordinaire. C'est très fatigant pour l'orthophoniste, très éprouvant en fait, parce qu'on ressent aussi toute la difficulté de changer. Mais je vous dis, c'est un changement profond. Et bien sûr, faites-le avec des patients bègues, hein, bien sûr. Adultes, âgés, on peut avoir des gens qui viennent tard en rééducation. Je vous en prie. Je vous en prie. Non, on peut vraiment aider. Alors, je vous ai fait une petite promesse. Donc, j'ai reçu. Alors, pour moi, il est difficile hein, d'enregistrer, de filmer les patients, et surtout au début. Mais ça m'intéresse souvent de les avoir au début, enfin, de les entendre au début, d'avoir cette trace avant que je leur donne toutes les informations concernant le bégaiement. Et là, donc, je vais vous faire entendre une personne qui n'a jamais été suivie en orthophonie, donc c'est assez rare aussi. Et vous allez peut-être essayer d'entendre sur quel robinet donc cette personne fait des efforts, pousse, hein, pousse souvent d'ailleurs en explosion. Hein. Non, il y a aussi des problèmes de respiration. Je vais vous faire entendre sa parole. Alors, c'est un peu touchant, c'est vrai, hein, parce qu'elle exprime sa souffrance, ce qui n'est pas toujours le cas de personnes qui bégayent. Mais là, elle sait très bien, elle a envie de s'en débarrasser, elle le dit, et elle y croit. Donc c'est parfait. Alors, partagez l'écran. Hop.
Alors, cette dame est là. Alors, j'espère que vous allez bien entendre. Hein. Ah bah de toute façon, il m'a fait une auscultation vraiment ra- ra- rapide, pardon. Enfin bon, je vais pas dire pardon à chaque fois que j'ai mon problème. Bah il m'a fait asseoir, il m'a mis enfin, la- l'instrument, je sais plus comment ça s'appelle. Oui voilà, il m'a dit respirer très fort et puis c'est tout. Parce que bon, pas comme je viens de vous dire, en dehors de mon problème, je suis en pleine forme. Donc bon, la consultation dans 10 minutes, c'était plié. Ouais. Pour que là, les séances que je vais faire avec vous, ça soit remboursé par la Sécu. C'est pour ça. D'accord. C'est pour ça que j'avais besoin d'une ordonnance. Non, mais je marre, mais bon, j'en ai marre de mon problème. Pour moi, c'est un vrai calvaire. Je ne peux pas, là je vous parle, mais je n'arrive pas à parler plus vite. Et il faut que... j'aimerais avoir un débit de phrases normal, mais je n'y arrive pas à cause de mon problème. Et ça, c'est vraiment devenu un calvaire pour moi, ce problème. Je n'en peux plus. Donc j'espère vraiment que vous allez... J'espère vraiment que vous allez pouvoir m'aider à guérir de mon problème, parce que pour moi c'est devenu une souffrance de parler. Et c'est d'autant plus frustrant pour moi que je sais avec quelle éloquence je pourrais parler, mais bon, à cause de mon problème, je ne peux pas. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai donné aucune indication à cette dame. Donc, vous voyez déjà une chose flagrante, hein, c'est qu'elle ne dit pas le mot bégaiement. Donc, ça, c'est des choses assez simples au départ. C'est-à-dire qu'il faut arriver à nommer les choses, etc. Mais je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec une personne qui bégaye comme ça. Est-ce que vous imaginiez son corps quand vous l'entendiez? On entendait qu'elle tapait sur la table, hein, ce problème. Est-ce que c'est ça qui me semble intéressant, c'est que est-ce qu'on peut, moi je ne me rends pas compte parce que je la vois faire, est-ce qu'on peut imaginer, voilà, tout ça, tout ce qu'on entend, est-ce qu'on peut imaginer son corps? En fait, il faut l'imaginer, son corps, et le poser. Voilà. Donc, on a commencé à travailler. Et, c'est pas simple, mais c'est passionnant. Voilà. En tout cas, il faut vraiment répondre à ces gens qui ont besoin. Hein. C'est vraiment une urgence. Hein. Voilà. Est-ce que vous voulez, par exemple, que je vous dise quelles sont les 7 malfaçons, donc distorsions, que peuvent installer des personnes bègues? Je vais vous le dire, puisqu'il nous reste 5 minutes. Hein. Donc, premièrement, elles peuvent installer, et elles l'installent toujours, l'inversion du réflexe normal de décontraction au moment des difficultés de parole. Donc, au lieu de se détendre, elles poussent, hein, elles serrent. Après, donc, il y a perte de la parole spontanée. Elles préparent leurs mots, elles surarticulent, elles respirent comme ça parce qu'on leur a toujours dit respire, on leur a toujours dit articule. Oui, on a toujours fait ça avec elles. Après, donc je ne vais pas en oublier, donc je regarde donc la perte de la pave. Donc tout ça, on le remet en route. Hein. Absence du comportement tranquillisateur, celui que j'ai eu tout à l'heure avec vous. C'est-à-dire que moi, je vous ai parlé de mon AVC, comme ça a un peu baissé les appréhensions. Et eux doivent parler de leur bégaiement. Bon, ce n'est pas simple. Hein. S'ils peuvent en rigoler, c'est encore plus difficile.
Et puis, refus des mots de l'autre. Elle acceptait. Vous avez vu, certaines fois, elle me disait c'est un. Et je disais stéthoscope. Oui, c'est ça. Il y en a qui continuent à dire ils ne veulent pas du tout accepter le mot. Certaines personnes sont comme ça. Parfois, il y a une altération d'écoute parce que la personne est tellement focalisée sur sa parole qu'elle n'entend pas vraiment ce qu'on lui dit. Et la communication ne peut pas se faire, donc on travaille sur l'écoute. Et puis, il y a aussi parfois une perte de l'expressivité, tellement la personne est mécanique quand elle parle. Voilà, et tout ça, donc on travaille, on essaie de faire retrouver tout ça aux patients. J'ai vu une petite question. Tout à fait. C'est Sabine qui demande s'il existe un annuaire qui répertorie des orthophonistes qui pratiquent la même technique que vous. Non. Non. Vous m'entendez là? Voilà. Non, pas du tout. Par contre, si vous cherchez quelqu'un, hein, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Donc à l'adresse de parole.parole12@gmail.com. Et là, je pourrais vous donner le nom de quelqu'un que j'ai formé. Mais non, il n'existe pas d'annuaire et voilà. Mais vous avez raison. Puis de toute façon, là, les gens ont peu de place, mais il faut vraiment faire de la place. Hein, c'est urgent, je crois que le bégaiement est, même chez l'enfant, hein, un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, on ne le fait pas attendre, hein, c'est pas possible ça, on ne fait pas attendre ses parents. En quelques séances, on peut éradiquer ce handicap énorme, énorme. Alors, Lucas demande s'il serait possible d'avoir le mail de Monsieur Lehuche, comme vous l'avez évoqué au début de la visioconférence, pour lui commander le fascicule qu'il a écrit récemment. Alors, est-ce que je pense qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce qu'on le note sur le webinaire, sur le replay? Je pense que c'est FLEUCH chez Orange, de mémoire. Hein. FLEUCH, Orange. Voilà. Il sera ravi, hein. Nathalie, moi, je peux demander à mon éditeur, je pense qu'il serait très intéressé. Oh, ça serait trop bien! Mais ça serait merveilleux! C'est un petit éditeur parisien qui s'appelle Heure de France et qui est très investi dans le monde de l'art, de la musique, dans la psychiatrie aussi. Qui a édité mon livre. En fait, ça l'intéressait alors que ça sortait complètement de... c'est génial, c'est génial. Merci Elisabeth. Alors vraiment, oui. Je vous donnerai le mail de mon éditeur, peut-être pour ou j'enverrai un mail directement. Oui, parce que vous savez bien parler de François Lehuche. Hein, tout à l'heure, vous en avez parlé quand même de façon parce qu'on a envie vraiment de connaître son travail. Et je pense que vous pourriez appuyer cette demande. Hein. Je vais envoyer un mail à l'éditeur et puis j'enverrai la copie à François Lehuche. Si vous voulez, je peux envoyer un petit mail à François sur lequel je vous joins en lui disant Elisabeth serait d'accord peut-être pour chercher un éditeur ou pour proposer à son éditeur. Pas de souci. Ah, ça serait trop bien ça. Ah oui, alors je voulais vous dire un petit truc là, pas que j'oublie parce qu'il me reste. Est-ce que je vous ai parlé du livre qu'il a écrit aussi avec sa fille? Moi, je l'ai acheté, il est super. Ouais. Je l'ai déjà, ouais. Donc, c'est un livre à partir de l'âge de 7 ans. Hein. On peut l'offrir pour Noël aux enfants qui s'intéressent au corps humain. Parce que là, on voit plein de choses à l'intérieur du corps. Vous voyez, là, par exemple, les cordes vocales. Alors, chaque fois, il y a un petit bonhomme qui est François Lehuche, qui est dessiné par sa fille. Vous voyez, on le voit là-haut. Enfin, c'est vraiment très touchant. Et puis, ils ont fait une interview tous les deux sur France... comment dire, c'est pas France Culture, c'est pas France Inter, pas France Culture, France Info, voilà. Une interview à propos de ce livre. Il faut écouter la version longue parce que François Lehuche imite des voix et c'est la première fois que je l'entendais faire des voix comme ça.
Oui, c'est vrai, Elisabeth aussi. Tes bouquins sont aussi extraordinaires, hein. C'est vrai. Merci. Non, non, c'est ça. Excuse-moi, je suis prise dans mon truc là. Non, non, merci beaucoup aussi pour tout ce que tu publies. Toujours très, très profond et vraiment très chouette. Merci. Je crois que j'ai vu des petites mains se lever. Sandrine, vous aviez peut-être quelque chose à demander ou à nous faire à partager? Non, non, c'était juste la petite main de tout à l'heure qui s'est pas Il s'est pas baissée. enlevé. Ok, super. Ça y est, je l'ai enlevé. Oui, on voit apparaître Sandrine encore. Mais moi, je voudrais aussi vous remercier beaucoup, Nathalie, pour ce que vous nous avez, pour ce que vous avez partagé, pour la générosité aussi de tout ce que vous avez partagé, les exercices. Voilà, c'était très pratique finalement et on avait un peu de théorie, mais beaucoup de pratique, comme vous l'avez précisé par rapport à ça. Donne très, très envie de faire un travail avec vous, de découvrir encore plus. J'espère que voilà, ceux qui étaient là ce soir auront envie d'aller creuser un peu plus loin, d'acheter les livres, de venir éventuellement à une formation avec vous. On va aussi remettre sur le site vos coordonnées en dessous donc dans le replay, on remettra peut-être votre site. Alors, corrigez sur la petite barre qui est en trop, là, on vérifiera ensemble peut-être les coordonnées. Et puis, voilà, votre mail, le mail de François Lehuche. Et puis, voilà, c'est vraiment... pour moi, c'était extrêmement intéressant. J'étais vraiment heureuse d'être là. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que tout le monde a appris aussi beaucoup de choses. Voilà, donc un énorme merci à vous d'avoir... Je voulais juste, avant que tu clôtures la session, dire à Nathalie que je la remercie aussi de nous avoir ouvert un petit peu son cas personnel. Et ce qui me permet encore une fois de quelque chose que je dis beaucoup aux étudiants, c'est que ce qui compte dans la voix, puisque moi je ne suis pas du tout formée dans le bégaiement hein, notamment, mais dans la voix, ce qui compte, c'est pas les cordes vocales, mais c'est ce qu'on en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment la base de la phoniatrie, de l'orthophonie, de tous ceux qui s'intéressent à la voix. Finalement, on est presque tous formés. Et effectivement, moi, dans tout ce que je publie, je décris beaucoup les cordes vocales, leur aspect. Mais ce qui est le plus important, c'est comment on les fait fonctionner. Et ça veut dire aussi qu'il y a énormément d'espoir. Parce que, je veux dire, oui, peut-être on a une paralysie d'une corde vocale, oui, peut-être on a un kyste dans une corde vocale, peut-être que ça ne se colle pas bien, mais ça n'empêche qu'on peut tous avoir des voix très performantes, endurantes, très touchantes sur le plan esthétique aussi. Et je crois que votre exemple, ce que vous nous avez décrit, le prouve à nouveau. Bon, je vous remercie aussi. J'ai un petit peu hésité, puis je me suis dit, si je trouve l'occasion de le faire, je le ferai. Et oui, c'est intéressant aussi quand je montre aussi aux patients. Hein. Je ne leur dis pas ce qui m'est arrivé, hein, je ne raconte pas ma vie, mais je dis, oh là, vous avez entendu ma voix, elle a un petit peu déraillé. Alors, vous n'entendez pas vraiment. Mais bon, j'utilise ce comportement tranquillisateur à chaque fois que j'en ai besoin. En tous les cas, ça donne vraiment de l'espoir, je pense. Et puis, j'ai vu passer aussi cette remarque voilà, à beaucoup de gens. Et c'est vraiment, ça, c'est quelque chose de vraiment super, quoi. Donc, un énorme merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas apparaître d'autres. Dans le chat, il y a beaucoup de merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, beaucoup de merci. Beaucoup, beaucoup de merci. J'ai trouvé cette conférence très intéressante. J'ai appris plein de choses. Bravo Nathalie, merci pour votre intervention. Voilà, donc beaucoup de merci. Et donc, la coutume de la Maison de la Voix, avant de se quitter, c'est qu'on entende les voix. Et donc, c'est que vous rallumiez tous vos micros pour qu'on puisse entendre vos voix pour dire ce que vous avez envie.
Et puis, moi, j'ai la clé, voilà, donc je fermerai je fermerai la salle. Mais donc, on va vous laisser quitter la salle tranquillement. Et puis, Elisabeth, Olivia et moi, on fermera la salle tranquillement. Donc, on vous invite à ouvrir vos micros et puis à nous faire entendre vous. Et je vous dis merci, moi aussi. Hein. Merci aussi à tout le monde. Nathalie.